Faisons un bout de chemin ensemble. Vidocq salue les humains, libérés des aliénations et contraintes d'un esclavage mental. Lorsque nous savons et voulons regarder l'ensemble des conditionnements, tout devient alors très clair. Il y a ceux qui savent, ceux qui sont susceptibles de savoir en menant leur combat, et ceux représentant le reste. Car à l'heure de l'information, l'ignorance est un choix. Aussi, l'être humain ne bouge pas tant que rien ne l'y oblige. Ceci précisé, passons à l'introduction habituelle. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la novlangue. Le terme de novlangue a été inventé par l'écrivain George Orwell dans son roman 1984. C'est un terme qui est redevenu à la mode depuis quelque temps, notamment pour désigner un certain jargon politico-médiatique. Ça désigne un langage, un mode d'expression qui a pour but de nous empêcher de formuler certaines idées et donc, par voie de conséquence, de nous empêcher de concevoir certaines idées. La novlangue, c'est une transformation de la langue, des mots et de la grammaire, destinée à rendre impossible toute pensée subversive. Les mots qu'on emploie déterminent notre pensée, et que donc, plus le langage est appauvri, plus la pensée qui en découle sera elle-même appauvrie. Appauvrissez la langue, et vous rendrez impossible toute pensée contestataire. Il va donc y avoir beaucoup de choses à dire sur cette novlangue. 1984, c'est un roman écrit par Orwell. C'est donc ce qu'on appelle un roman d'anticipation. Et ce qu'a voulu décrire Orwell dans 1984, c'est une société totalitaire au sens moderne, c'est-à-dire qui régit la totalité des comportements, des actions des individus, mais aussi, et plus fondamentalement encore, de leurs pensées. Un régime totalitaire, ce n'est pas un régime qui contraint seulement les corps, c'est un régime qui contraint les esprits. Parce que dès lors qu'on domine les esprits, il n'y a plus besoin de dominer les corps. Partant du principe que nos actions sont la conséquence de nos pensées, en influençant les pensées, on influence les actions, à la source. Et donc, croire que le totalitarisme se caractériserait par le recours à la force, c'est passer complètement à côté de l'essence du totalitarisme, à savoir le contrôle des esprits. Quand on contrôle les esprits, on n'a plus besoin de contrôler les corps. Dans un régime totalitaire abouti, mature, je vous renvoie à mon épisode sur Edward Bernays, comment manipuler l'opinion, la manipulation mentale réussie, c'est beaucoup plus difficile à détecter. La contrainte physique est extérieure, donc visible, tandis que la manipulation mentale est intérieure, donc invisible. Quand on est sous l'emprise d'une manipulation mentale, on ne se rend pas compte qu'on est sous l'emprise d'une manipulation. Et c'est pour ça qu'Edward Bernays disait que la démocratie était paradoxalement le régime le plus adapté à la domination des masses. Parce que c'est le régime le plus adapté à la manipulation de l'opinion. Dans une démocratie, l'information suffit. La publicité, l'idéologie, tout ce qui œuvre à la conformation des esprits, à la persuasion. Parce que quand on est convaincu d'une idée, on n'a pas besoin de nous l'imposer. La liberté de s'imposer soi-même un mode de pensée conçu comme provenant de l'intérieur, mais trouvant son origine réelle dans un conditionnement extérieur. C'est ça la force de la propagande. La conviction d'être le maître de nos pensées, le capitaine de nos pensées. Remarquez comme dans nos démocraties modernes, on est adepte du penser par soi-même. On pense toujours à partir de quelque chose, à partir d'une matière première, d'une matière idéologique première. Or, cette matière première, on ne la choisit pas. On la reçoit. Et le langage, c'est la première des matières premières de notre pensée. C'est ce qui structure notre pensée au-delà du contenu de notre pensée. Eh bien, la novlangue, c'est l'intervention du langage dans les prémices de notre pensée. Et comprendre ça, c'est comprendre en quoi les limites de notre langue sont les limites de notre monde. Et d'ailleurs, de nos jours, les grands journaux possèdent bien leurs cellules de fact-checking, c'est-à-dire de vérification des faits. Donc revendiquer le monopole de la vérité
Quand on est le pouvoir, c'est un peu le b.a.-ba. Qui contrôle les mémoires, contrôle les volontés. Et la manipulation des faits historiques, c'est l'un des moyens les plus efficaces d'ancrer dans les esprits l'idéologie qui servira le mieux les intérêts du pouvoir. L'État totalitaire est celui qui veut empêcher la possibilité de l'acte subversif. Parce que dès lors qu'il existe une possibilité que le pouvoir soit menacé, il existe un risque qu'il soit menacé. Remarquez que dans nos sociétés, il existe ce qu'on appelle le délit d'opinion. Le délit d'opinion concerne l'expression de certaines opinions et non ces opinions à proprement parler. Ce n'est pas pour rien qu'on a forgé l'expression de terrorisme intellectuel. C'est l'ensemble des procédés qui visent à réprimer l'expression de certaines idées et dans un deuxième temps, à réprimer jusqu'à la conception de ces idées. C'est pas très compliqué de criminaliser la pensée. Il suffit d'en criminaliser l'expression et l'éviction sociale se chargera de nous en faire avoir honte. Or, un fait, c'est objectif. La signification et l'interprétation d'un fait, c'est subjectif. Donc quelqu'un qui a une conscience qui fonctionne, c'est quelqu'un qui ne peut pas ignorer qu'en effaçant un fait de l'histoire, ou en inventant un fait qui n'a jamais eu lieu, il ment, et il sait qu'il ment. Et donc c'est là qu'on en arrive à la novlangue, à savoir que pour éviter ce genre de situation, où la distinction entre la vérité et le mensonge a encore un sens, où le langage permet encore de différencier une chose et son contraire, et donc potentiellement d'exprimer une critique à l'égard du pouvoir, il faut effacer jusqu'à la possibilité d'une telle critique. Autrement dit, effacer non pas seulement des faits, non pas seulement des informations, mais effacer des idées, des pensées. Et le meilleur moyen d'effacer des pensées, c'est d'effacer les mots qui permettent d'exprimer cette pensée. Alors concrètement, comment la novlangue fonctionne-t-elle ? Elle fonctionne sur deux principes, la réduction et la dissonance. La réduction, ça veut dire que la novlangue se caractérise par la suppression de certains mots jugés inutiles. Donc en réduisant l'étendue du vocabulaire, on induit un appauvrissement de la pensée. À savoir que nos idées sont dépendantes des mots qu'on utilise. Les mots sont la matière de notre pensée. Moins on a de mots pour s'exprimer, moins on a d'outils pour penser. Moins on a de vocabulaire disponible, moins on est en mesure d'aller vers l'abstraction. Et sans abstraction, sans capacité spéculative, on ne peut pas penser le monde, au-delà de la simple désignation des choses concrètes. La liberté n'est pas une entité physique. Et pourtant, ce sont des concepts fondamentaux, indispensables même, pour pouvoir penser notre condition. Croire que le pouvoir chercherait à favoriser l'élitisme intellectuel ou l'élitisme scolaire, c'est passer complètement à côté des mécanismes réels de la domination des masses, à savoir la déculturation, l'enseignement de l'ignorance. En appauvrissant la langue, on appauvrit l'esprit critique. Donc la novlangue, ça consiste à expurger des dictionnaires tous les mots qui traduisent une nuance, une subtilité. Appauvrir le langage, appauvrir les possibilités de combinaison lexicale, de sorte à produire une pensée structurellement incapable de désigner certaines réalités. Mais si on estime qu'avoir des outils linguistiques peut aider à penser la réalité et à penser notre condition, la prison du langage pauvre est une prison sans clé. Celui qui n'a pas les outils pour penser sa propre domination est condamné à ne jamais être conscient de sa domination. Appauvrir le langage, c'est tuer dans la conscience des hommes la pensée qui aurait pu faire naître dans leur cœur leur désir d'être libre. Si vous n'aviez jamais entendu parler de liberté, vous ne sauriez pas ce qu'être libre veut dire. On en revient à l'idée que sans l'abstraction, il y a tout un pan de la réalité qui échappe à notre champ de conscience. Tout ce qui relève du spirituel et du métaphysique, mais aussi tout ce qui relève du politique. Car pour que l'esclavage pose un problème, il faut le juger à l'aune d'un critère métaphysico-politique, c'est-à-dire à l'aune d'un critère abstrait, à savoir le critère de la liberté. Le mot renferme l'idée. La double pensée, c'est le fait que deux propositions qui s'opposent puissent être vraies en même temps. Bien dans la novlangue, ce serait plutôt être et ne pas être. Logiquement impossible. On retrouve ça dans les slogans du parti, que vous avez sans doute déjà entendu. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Autrement dit, dans la novlangue, l'idée de contradiction logique n'existe pas. Alors, il n'y a plus de vrai ni de faux. Si le pouvoir affirme une chose un jour et qu'il affirme le contraire le lendemain, aucun problème. Mais si le pouvoir peut faire une chose et son contraire, mais dans une logique totalitaire,
le sens n'est pas nécessaire. Le vrai pouvoir, c'est celui qui peut s'émanciper de tout, y compris de ses propres contraintes. Le vrai pouvoir, c'est celui qui peut désobéir à ses propres injonctions. Si tout est vrai et faux en même temps, comment un discours critique aurait-il plus de valeur et de pertinence que le discours qui affirme le contraire? La double pensée est un paralysant de la contestation. La novlangue, c'est l'instrument de domination ultime, puisque c'est l'instrument de domination qui se fait oublier comme instrument de domination, qui pénètre dans la conscience de l'être humain jusqu'à effacer dans son âme le souvenir même de sa liberté. Comme dirait la Boétie, les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, que parce que nous consentons à obéir. On va parler d'Edward Bernays, et Bernays est considéré comme le père fondateur de la propagande politique et industrielle moderne. Il a mis au point de célèbres techniques de manipulation de l'opinion, des techniques qu'il a décrites dans l'un de ses ouvrages les plus connus, Propaganda, sous-titré Comment manipuler l'opinion en démocratie. Et si vous êtes du genre à combattre le complotisme, eh bien Bernays risque de vous mettre dans l'embarras. Parce que voilà un homme qui fournit littéralement le mode d'emploi de la domination idéologique et de la manipulation de l'opinion en démocratie. C'est un petit peu le Machiavel du XXe siècle. De la même façon que Machiavel conseillait le prince sur la meilleure manière de manipuler le peuple et de l'influencer, bien de la même façon, Bernays conseillait les hommes politiques et les grands industriels. Et la particularité de Bernays, à l'image de Machiavel, c'est qu'il ne se cache pas. C'est qu'il assume sa démarche. Et il assume d'autant plus facilement que, pour lui, la démocratie, c'est d'abord un régime dans lequel une minorité éclairée, une minorité intelligente, doit modeler l'opinion publique pour le bien de la société. La manipulation consciente et intelligente des actions et des opinions des masses est un élément important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme invisible de la société constituent un gouvernement invisible qui est le vrai pouvoir dans notre pays. Nous sommes gouvernés, nos esprits sont formés, nos goûts éduqués, nos idées suggérées, en grande partie par des hommes dont nous n'avons jamais entendu parler. Donc contrairement à ce que nous pourrions croire naïvement, la démocratie ne serait pas le lieu du pouvoir du peuple. La démocratie, c'est le régime dans lequel on manipule l'opinion du peuple au lieu de le contraindre. C'est en ce sens qu'on peut dire qu'une démocratie, c'est une dictature mature, c'est une dictature aboutie, puisque c'est un régime dans lequel on va chercher à influencer plutôt qu'à imposer. Dans une société où l'opinion du peuple n'est pas contrainte mais influencée, le peuple a l'impression de garder la main sur ses opinions, sur sa liberté. Il va falloir abandonner nos croyances angélistes sur la démocratie et accepter l'idée que ceux qui détiennent le pouvoir ne travaillent pas pour les intérêts du peuple, mais pour leurs propres intérêts. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous proposer un petit florilège des performances de Bernays. C'était en 1917, en pleine Première Guerre mondiale en Europe. Bernays a aidé le président Wilson à préparer l'opinion publique américaine à une entrée en guerre. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'a été créée la célèbre affiche que vous avez tous déjà vu passer, l'affiche représentant l'oncle Sam, avec cette phrase « I want you », et qui a permis aux Américains de sortir de leur pacifisme, qui était alors l'opinion dominante, et de justifier l'entrée des États-Unis auprès des forces alliées. Dans les années 20, Bernays a été mandaté par la firme de tabac Lucky Strike afin d'augmenter ses ventes. Et c'est là qu'il a mis au point une stratégie aussi perfide qu'efficace, qui consistait à persuader les femmes de se mettre à fumer. Il a organisé une manifestation lors du dimanche de Pâques à New York en 1929, une manifestation composée de femmes qui étaient rémunérées pour défiler, et qui arboraient une cigarette à la main, ainsi que des pancartes sur lesquelles il était écrit « Torche de la liberté ». C'était de dire qu'une femme qui fumait était une femme qui se réappropriait sa liberté. Une femme qui fumait devenait une révolutionnaire. On ne se dit pas que ce qui en est à l'origine, c'est la stratégie de propagande de Bernays. On ne se dit pas que ce qui en est à l'origine, c'est une entreprise de manipulation. Le génie de la manipulation des opinions, c'est de faire en sorte que l'opinion personnelle fasse oublier le but initial. C'est de faire en sorte que notre sensibilité occulte les raisons objectives. Et le cynisme de cette entreprise, c'est d'avoir transformé aux yeux de l'opinion une stratégie de manipulation collective
en une conquête du progrès. La manipulation des opinions, c'est la stratégie qui consiste à faire passer pour un progrès objectif une manipulation de nos consciences individuelles. Le principe de la manipulation de l'opinion, c'est de faire naître et de consolider des représentations dans notre conscience pour rendre les individus complices et acteurs de leur domination. Parce que la manipulation, elle garde au chaud le sentiment de liberté. Agir sous l'effet d'une manipulation, c'est agir avec la croyance d'être libre. C'est agir sans se rendre compte que le principe de notre action a été influencé. C'est agir avec la conviction d'être libre. Deuxième technique, créer des clivages. C'est-à-dire se positionner pour ou contre. Donc dans le cas par exemple d'une intervention militaire, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? C'est donc ce principe de la binarité, qui peut très vite dériver en manichéisme, et qui fait qu'on ne laisse aucune place à la pensée étant par définition subtile, et donc on va se positionner pour faire prévaloir notre appartenance à un camp. Parce qu'appartenir à un camp, c'est pouvoir se considérer et se définir comme membre d'un groupe. Ça correspond donc aux besoins d'appartenance. Et malgré les nuages, recherchez toujours la lumière qui ne peut jamais s'éteindre. Si nous ne sommes pas capables de poser des questions sceptiques, d'interroger ceux qui nous disent que quelque chose est vrai, d'être sceptiques à l'égard de ceux qui détiennent l'autorité, alors nous sommes à la merci du prochain charlatan politique qui se présente. Ce mélange combustible d'ignorance et de pouvoir, tôt ou tard, va nous exploser à la figure. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux. Pour ne rater aucun post-it, abonnez-vous. Est-il nécessaire de le dire? Mais surtout, il ne faut pas en rester là. Ne baissons pas les bras et réagissons. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.